Alors, donc, je vais vous partager mon écran et puis on va regarder ça. Alors, écran 1, hop, on va mettre ça. Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Ok. Oui. Alors, je vous avais demandé de regarder les documents de l'activité 1 et de répondre aux questions. Alors, est-ce que quelqu'un veut me décrire le document 1? Ou sinon, je vous interroge les uns après les autres, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Je veux bien. Bah, vas-y Laura. Qu'est-ce qu'on voit sur le document 1? On voit tout simplement une coccinelle et des pucerons sur une plante. Quand on regarde la légende, on voit que c'est peut-être... Non, j'ai rien dit. D'accord. Non, c'est parce que je me rappelais à un moment que vous avez dit rosier. Mais... Oui, j'avais dit rosier, on dirait que c'est un rosier, mais ouais, donc, après, c'est très fréquent sur le rosier, mais c'est pas que sur le rosier, quoi. Donc, on voit tout simplement une coccinelle qui s'attaque à des pucerons. Ok. Et les pucerons, qu'est-ce qu'ils font sur le rosier, à ton avis, Laura? Bah, ils attaquent la plante, ils mangent la plante. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait comment le puceron attaque la plante? Bah déjà, Laura, est-ce que tu sais, toi? Franchement, non. Non. Est-ce qu'il y en a qui savent comment le puceron, enfin, comment se nourrit le puceron par rapport à cette plante? Non. Quelqu'un qui a parlé? J'ai pas entendu. Il dit non, je sais pas. Non, non, vous savez pas. Alors en fait, le puceron, ce qu'il va faire, il va prélever de la sève. Donc il va piquer la plante, il va prélever de la sève. Alors d'un côté, la plante, elle pourrait s'en sortir, hein, il va pas absorber toute la sève, hein. Mais en tout cas, ce qu'il va surtout faire, c'est créer des petites ouvertures, des petites blessures, on va dire, au niveau de la plante. Et surtout, il va créer du miella. Donc le miella, ce sont tout simplement les excréments du puceron. Et les excréments du puceron, en fait, c'est un liquide sucré et collant. Et ce miel-là, et plus les petites plaies qu'il y a sur la plante, en gros, ça peut entraîner des maladies ensuite fongiques, donc des maladies cryptogamiques, donc c'est-à-dire des maladies provoquées par des champignons. Alors, c'est des champignons microscopiques, hein, mais ça va au final affaiblir la plante. Donc, le puceron, on le classe dans les ravageurs, quoi. Ensuite, on a le document de nutrition des champignons. Maxime, est-ce que tu veux me lire le document, s'il te plaît? Il est courant d'observer sur les bois morts des filaments blancs. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler la surface de certains fromages à croûte fleurie. Dans les deux cas, le feutrage blanc traduit le développement de filaments mycéliens, c'est-à-dire de champignons. Voilà, merci. Donc on voit bien ici, hein, les filaments blancs. Si vous vous promenez en forêt, vous avez certainement déjà observé ça aussi sur le bois. Quand on a du bois qui tombe au sol en forêt, le premier être vivant à coloniser ce bois, c'est du champignon, donc c'est du mycélium. Et ces champignons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se nourrir de la matière organique qui reste dans le bois. Ça va permettre au bois, donc au bois de se ramollir, on va dire. Et ensuite, les autres insectes vont pouvoir se nourrir du bois. Donc ça, c'est le champignon, en gros, va se nourrir du bois. Ensuite, on avait un document sur les pics. Julie, est-ce que tu veux me lire le document, s'il te plaît? La répartition des pics sur un arbre. Une étude de terrain dans une chenille laisse apparaître que certains arbres sont exploités par 3 espèces de pics assez proches qui se nourrissent des insectes présents sous les écorces. Une observation fine montre que ces 3 espèces recherchent leur nourriture dans les parties différentes de l'arbre. Le pic épêche d'Androcopos major se nourrit sur le tronc de l'arbre. Le pic marc d'Androcopos medius Voilà. concentre ses recherches sur les grosses branches, tandis que le pic épichète d'Androcopops minor se retrouve principalement sur les rameaux les plus jeunes. Merci.
Donc là, on vous parle de 3 pics. Alors, vous voyez qu'ils appartiennent au même genre. Alors, on n'a pas encore fait la classification des êtres vivants. Ça aurait dû être fait à cette période-là, mais comme c'est un peu complexe, on verra l'année prochaine à l'automne. Le premier mot que vous allez là, dendrocopos, à chaque fois, c'est le genre. Donc, en fait, ces 3 pics, ils appartiennent au même genre. Donc, le genre dendrocopos. Et après, vous avez major, medius, minor. Et ça, c'est le nom de l'espèce. Et le nom de l'espèce, on l'appelle jamais que major, que médius ou que minor. À chaque fois, son nom latin, c'est le nom du genre et le nom de l'espèce. Bon, bref, c'est juste une petite parenthèse. C'est en latin. Et ça, on verra ça plutôt à l'automne. Donc, on voit bien qu'on a 3 pics différents et on vous dit qu'ils se nourrissent dans des parties différentes de l'arbre. Donc, ça, on verra par rapport aux autres questions plus tard. On avait Nicolas, t'es arrivé? T'es là? Non, il n'est pas là. Je croyais qu'il était arrivé. Attendez voir. Bon, bah, il est peut-être reparti. Bon, bref, c'est pas grave. À moins que... excusez-moi, hein, juste 2 minutes. Non, bah, finalement, il est reparti. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le document 4. Jeanne, tu peux parler ou pas? Ton micro, il est désactivé, mais... Non, mais c'est bon, je peux parler. D'accord, ok. Tu me lis le document 4, s'il te plaît? Oui, mais Allez, j'ai envie de rigoler. t'as envie de rigoler, d'accord, ok. T'arriveras ou t'arriveras pas? Mode de nutri. Ok. Non, c'est quoi, Jeanne? C'est pas grave. On va prendre quelqu'un d'autre. Tu veux lire ou pas? Non, mais voilà. Non. Non, ok. Coupe le micro alors. Paul L. Je dis pas ton nom de famille, hein, mais Paul L. Tu veux lire, s'il te plaît? Mode de nutrition minérale originaux chez les végétaux. Le gui Viscum album est une plante qui vit sur certaines espèces d'arbres. Des oiseaux déposent des graines de gui sur les branches via leurs fientes. Ces graines germent et enfoncent des suçoirs dans les branches de la plante haute. Ces suçoirs permettent au gui de puiser dans l'arbre l'eau et les ions minéraux dont il a besoin. Welwitschia mirabilis Ouais. est une gymnosperme comme l'épicéa. Elle est endémique du Namib, désert qui s'étend sur la côte ouest de la Namibie. Dans cette région, les précipitations se font uniquement sous forme de rosée et ne dépassent pas 1 litre mètre carré. Ouais. Welwitschia par jour. Ouais. Welwitschia mirabilis est constituée de 2 grandes familles linéaires qui croissent de façon indéfinie dans des sens opposés et dont les extrémités se déchirent. La longévité est considérable. Certains spécimens observés ont entre 1000 et 2000 ans. Pour survivre à la sécheresse, elle peut plonger ses racines dans la terre jusqu'à 75 mètres de profondeur pour y chercher de l'eau. Elle est aussi capable d'utiliser l'eau de la rosée. Les drosera sont des plantes dites carnivores. On les trouve dans les tourbières, qui sont des milieux particulièrement pauvres en matières minérales disponibles pour les végétaux. Leurs feuilles portent des poils sur lesquels brille une goutte de mucilage rappelant la rosée, d'où leur nom dérivé du grec drossos, rosée. Les insectes qui s'y posent restent englués et sont peu à peu digérés par les enzymes produites par la plante. Celles-ci tirent alors profit de ces proies en absorbant les molécules minérales et des molécules azotées. Ces dernières représentent 25% des apports azotés de la plante. Merci, Paul. Alors, donc on a 3 plantes différentes. On a notamment du gui. Donc le gui, on vous dit que, alors c'est pas comme les autres plantes, hein, il ne va pas faire un système racinaire au sol. Une fois que les graines sont en contact avec une tige, il va créer ce qu'on appelle un suçoir qui va lui permettre d'absorber l'eau et les minéraux de la plante. Alors ça, même chose, on n'a pas encore fait, mais quand on fera la photosynthèse, vous verrez que il y a 2 types de sève dans la plante. Il y a notamment une sève qu'on appelle la sève brute qui est composée uniquement d'eau et de minéraux. Donc en fait, le gui, il va aller récupérer la sève brute du végétal. Donc au lieu de créer son système racinaire tout seul, eh ben, il va utiliser le système racinaire de l'arbre sur lequel il est.
Ensuite, on a le Welwitschia mirabilis. Donc là, c'est une plante qui vit dans les milieux secs. Et on vous dit qu'elle peut vivre entre 1000 et 2000 ans. Donc c'est une longévité assez incroyable. Et que les racines peuvent aller jusqu'à 75 mètres de profondeur. Donc ça vit dans les déserts, mais à cette profondeur-là, il y a quand même de l'humidité et des minéraux. Donc elles vont pouvoir puiser les éléments dont elle a besoin. Et en plus, elle est capable d'utiliser l'eau de la rosée qui se dépose sur ses feuilles. La Drosera, donc Drosera, vous avez peut-être déjà vu, donc c'est une plante carnivore qui pousse dans les tourbières. Les tourbières sont peu riches en éléments assimilables par la plante. Donc c'est ce qu'on appelle une plante du coup carnivore. Donc la plante carnivore, elle se nourrit pas de matière organique comme nous, on se nourrit de matière organique. Vous avez vu, hein, c'est noté, elle absorbe les molécules minérales qui sont présentes dans l'animal et les molécules azotées. Donc tout l'azote qui est présent dans la plante. Alors, dans l'animal, pardon. Donc c'est sûr, hein, ça fait des molécules organiques, ces molécules azotées, mais c'est vraiment la matière minérale qui l'intéresse. Hein. Alors, la suite, donc on avait ces questions-là. Alors, je vais vous afficher un document Word et on va faire la correction là-dessus. Hop. Alors, le problème, c'est que j'ai plus les questions sous les yeux, alors on va réduire ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Est-ce que vous voyez... Alors, on va faire autrement. Réduire le ruban. Je vais peut-être augmenter la police ou vous voyez bien là? Ça va. Ça va? Ouais. Je vais augmenter un petit peu comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait faire la question 1, donc sur la chaîne alimentaire? Donc, où on avait le puceron, les pucerons, les coccinelles et la plante. Est-ce que quelqu'un m'a fait une chaîne alimentaire? Ah bah oui, c'est le puceron, il mange la plante qui se fait manger par la coccinelle, qui se fait manger par... Non. Ah bah, on s'arrête avec les 3 là, Julie. Mais oui. Alors, on a effectivement... Alors, tu dis le puceron mange la plante, c'est ça, qui se fait manger par la coccinelle. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Donc là, tu as juste... Hein, il faut faire attention à une chose. Une chaîne alimentaire, déjà, va toujours commencer par un végétal. Donc, du coup, on va mettre quoi en premier, Julie? Bah la plante qui mange... Je t'écoute. Bah elle se nourrit de... Bah je sais pas... Bah, en fait, la plante, on ne sait pas de quoi elle se nourrit. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Mais c'est les 2 autres êtres vivants qui sont présents sur le document. Oui, Donc, la plante, elle va être mangée par qui? le puceron. Voilà. Donc, en fait, il faut noter ça comme ça. Donc, plante, puceron. Et on a quoi en dernier? Coccinelle. Voilà, coccinelle. Donc, il faut noter ça comme ça. Et à chaque fois que vous faites une chaîne alimentaire, après, vous notez la légende. Alors, la légende, c'est quoi? Il faut noter ce que veut dire la flèche. Donc, la flèche, elle veut dire quoi, là, Julie? Manger. Ah, attends. Julie, elle veut dire quoi, la flèche? Bah elle va vers... La plante, elle va vers la bouche du puceron. Ouais, mais comment ça... Qu'est-ce que j'ai dit, là? La plante, par rapport au... Elle se J'ai fait pas manger... entendu. Vas-y, redis-moi. Elle se fait manger par le puceron. Voilà. Donc, en fait, la flèche, ça veut dire « et mangé par ». Oui. Alors, vous me notez ça. Alors, je ne sais pas si vous le notez à la main ou sur un ordi, mais notez-le moi. Hein, c'est la correction de l'activité. Donc, la première question, c'est comme ça. Une chaîne alimentaire, c'est toujours, ça se note toujours comme ça. On aura un cours en particulier sur les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. Mais bon, c'est déjà une bonne introduction. Et chaque être vivant, ici, on appelle ça un maillon. Donc, ça, c'est une chaîne alimentaire à 3 maillons. Voilà. Et puis c'est tout. Mais je vous dis, on aura un cours vraiment là-dessus l'année prochaine. Mais en tout cas, ça, vous avez dû le voir au primaire, au collège. Il faut juste se rappeler que la flèche, ça veut dire « et manger par » et puis c'est tout. Ensuite, la question 2, je vous demandais de définir les termes autotrophe et hétérotrophe. Ça, on l'avait vu en seconde l'année dernière, si vous vous rappelez bien. Je veux bien. Et je vous demandais de préciser si les champignons sont autotrophes ou hétérotrophes. Je veux bien. Ouais, alors je t'écoute Laura. Autotrophe, ça veut dire quoi? Autotrophe, ça veut dire que l'être vivant, il se nourrit par lui-même.
il va composer les propres matières qu'il a besoin, donc comme une plante comme une marguerite par exemple. Ouais, alors, on peut noter ça, hein, l'être vivant se nourrit par lui-même. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'être vivant. Donc, l'être vivant se nourrit par lui-même. Donc, ça, c'est pas suffisant. Parce que moi, si tu veux, je ne suis pas autotrophe, mais je me nourris aussi par moi-même, hein. Je suis assez autonome, je sais me faire à manger et tout va bien, quoi. Il Se synthétise nourrir. les matières dont il a besoin. Redis-moi voir, Laura. Il synthétise les matières dont il a besoin, les substances dont il a besoin. Voilà, alors, Mais madame, oui, c'était pas ils produisent leur propre matière organique à partir de minéraux. c'est tout à fait ça, Thomas. Donc, alors, il synthétise ou produit, c'est la même chose, hein, comme tu viens de dire, produit de la matière organique à partir de matière minérale. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi le nom du processus qui permet au végétal de produire de la matière organique à partir de matière minérale? Pas tous en même temps, je ne m'entends pas. Vous vous rappelez de ça ou pas? On l'a vu en seconde, on le reverra l'année prochaine. La photosynthèse, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, Bah oui, c'est ça. Bah, voilà. je pensais que c'était ça, mais d'un autre côté, j'avais peur que ce soit faux. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut noter ça, quoi. L'autotrophe, un être vivant autotrophe, il se nourrit par lui-même, si on veut, hein, mais surtout, il synthétise. Donc, il produit de la matière organique à partir de matière minérale, et donc grâce à la photosynthèse. Donc, vous verrez, hein, l'année prochaine, on aura un cours là-dessus, plus détaillé que ce qu'on a vu en seconde, hein. Et à contrario, attendez, j'écris après. On a un autre type d'alimentation, hein. On a les hétérotrophes. Donc, trophe, ça veut dire se nourrir, hein. Donc, autotrophe, il se nourrit tout seul, en gros, et hétérotrophe, il se nourrit comment? Bah, ouais. Ils ont besoin d'autres êtres vivants ils ont besoin d'autres êtres vivants pour pouvoir avoir la matière organique. Ouais, et comment il fait, du coup, un être vivant hétérotrophe, comment il fait pour prélever la matière organique chez un autre être vivant? Et ils le mangent. Voilà. Donc l'être vivant se nourrit d'un autre être vivant. Voilà. OK? Donc en gros, les autotrophes, ce seront les végétaux. Alors je simplifie, hein, et les hétérotrophes, ce sont les animaux. Alors c'est deux exemples, hein. Mais justement, je vous demande, les champignons, est-ce qu'ils sont auto ou hétérotrophes? Ils sont hétérotrophes Alors pourquoi, Laura? parce qu'ils ont besoin d'un arbre ou d'un autre support pour pouvoir se développer. Alors, ils ont besoin, alors c'est pas vraiment le support, hein, qui va nous intéresser là, mais ils ont besoin De matière minérale. pas de matière minérale, De justement. matière organique, je veux dire, justement. Voilà. Ils ont besoin de matière organique provenant d'un autre être vivant. Donc là, comme exemple, on avait un arbre qui était tombé au sol. Mais il existe d'autres champignons, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de maladies cryptogamiques sur le rosier. Eh ben, c'est un champignon. On a toutes les diverses mycoses qu'un être humain peut avoir. Bah, même chose, c'est des champignons. Et s'ils sont sur nous, bah, c'est pas pour rien. Ils se nourrissent de notre matière organique. Bref, les champignons, c'est bien un être vivant hétérotrophe, au même titre que les animaux. Alors, on ne le classe pas, le champignon, chez les animaux, hein, mais c'est un être vivant hétérotrophe. Ensuite, alors, je vous demandais de rechercher ce qui constitue la nourriture des pics. Alors, on a vu, hein, que les pics, on avait 3 pics différents qui se nourrissaient à 3 endroits différents de l'arbre, pardon. Et je vous demandais de quoi se nourrissent les pics. Je ne sais pas, Paul C, est-ce que tu sais, est-ce que tu as trouvé de quoi se nourrissaient les pics? Je sais pas, Alors, ok. j'ai pas trouvé.
T'as pas trouvé? Paul, L, Non. t'as pas trouvé non plus? Julie? Oui, c'est des graines de pin et la sève du bois, non? Non, c'est pas ça. Je sais pas, Maxime, tu sais, toi? Non, je sais pas. Non. Alors en fait, les pics, ils tapent contre le bois. Vous les avez peut-être déjà entendus en forêt. Hein. Ils tapent contre le bois, ça crée des vibrations dans le bois et en fait, ça fait sortir Les larves, non? voilà, des larves, donc des petites larves qui sont dans le bois et qui sont en train de se développer pour devenir des insectes. Donc les pics, ils se nourrissent de larves. Pas des larves. Voilà, les pics se nourrissent de larves. Alors, ensuite, pour le 4. Donc, je vous rappelle, il y avait du gui, il y avait alors la plante des déserts, là, on va peut-être pas noter son nom, mais elle n'avait pas un nom. On va juste revoir, je vais juste remettre son nom. Non, c'est pas ça. C'est ça. Elle n'a pas un nom un peu plus facile, celle-là? Non. Bon. C'est la Welwitschia mirabilis. Ouais, on notera la plante du désert, ce sera bien, parce que là. Donc, et on avait en troisième la Drosera. Donc, je vous demandais, on va juste remettre le diaporama, il est là, hop. Et la feuille, elle est là. Donc, je vous demandais de résumer le mode de nutrition minérale pour chacun des exemples de végétaux. Donc, le premier, le gui. Alors, le gui se nourrit comment? Jeanne, ça va mieux? Non, Jeanne, elle est partie. Thomas, le gui se nourrit comment, s'il te plaît? T'es là? Pas. Non plus. Julie, le gui, Non, je sais pas. je sais pas. Maxime, le gui se nourrit comment? Je sais pas. Oh, elle m'a dit donc. Alors, Madame, je Laura? peux essayer. Vas-y, Laura. C'est par rapport. Il se nourrit grâce à la sève d'un arbre ou qu'il va coloniser. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Alors, le gui se nourrit de la sève et vous pouvez rajouter la sève brute. C'est de l'eau et des minéraux. Un arbre qu'il aura colonisé, pourquoi pas. Alors, le gui, on le trouve sur plein d'arbres différents. Hein. Ça ne va pas tuer l'arbre pour autant, ça peut éventuellement l'affaiblir s'il y a trop de gui sur le même arbre. Hein. Mais un arbre peut totalement vivre avec du gui sur lui sans problème. Quoi. Alors le gui, ça vous le verrez un peu plus tard, mais le gui c'est un parasite du coup, hein, parce qu'il va aspirer la sève de l'arbre. Hein, donc on considère ça comme un parasite. Alors la plante du désert, on va la noter comme ça. Parce que je ne l'ai pas sous les yeux et c'est pas très grave. Alors, la plante du désert, elle se nourrit comment celle-là? Bah, elle est autotrophe à l'aide de minéraux. Alors, comme, ouais, déjà elle est autotrophe, donc ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, oui, elle a plutôt un mode de nutrition assez classique, on va dire, sauf que, eh ben, par rapport à la taille de la plante, comment elles sont les racines, Laura? Elles sont gigantesques. Ouais, voilà, elles font jusqu'à Elles sont obligées d'aller 75. ouais, elles doivent aller très profondément, mais elle peut aussi absorber la rosée grâce à ses feuilles. Voilà. Donc, on va noter, donc, possède des racines très profondes. Pour absorber l'eau et les minéraux. Présent en grande profondeur. Et elle peut absorber l'eau de la rosée. Alors l'eau de la rosée, je vais juste rajouter grâce à ses feuilles, parce que ça, c'est pas forcément évident.
Et on a la dernière, la Drosera. Donc la Drosera, elle pousse en milieu acide, donc très pauvre en minéraux assimilables par les plantes. Et comment elle va absorber les minéraux? En ingérant des insectes. Voilà. En fait, elle absorbe des minéraux Alors, elle ne va pas ingérer, hein, parce qu'ingérer, il y a vraiment une notion de tube digestif. Elle va plutôt… Oui, bah, Je t'écoute. elle va capturer à l'aide de, selon le mécanisme qu'elle a, selon le type de plant carnivore que c'est. Et c'est avec une sorte de sucre qui va dissoudre l'animal. Ouais, voilà. Alors, la Drosera, elle va… alors, elle prélève les minéraux et notamment la matière azotée chez les insectes, parce que c'est la majorité du temps, c'est les insectes. Hein. Chez les insectes, qu'elle capturera. Alors, dans le détail, capturera. Dans le détail, on ne va pas noter, hein, mais en gros, hein, c'est vraiment comme ça qu'elle va fonctionner, quoi. Alors, est-ce que ça va tout ça? C'est compris? Ça va? Donc là, c'est différents modes de nutrition des êtres vivants. Alors, ce que je vous propose de faire, je vais l'écrire en dessous, là. On va noter du cours. Donc, du cours en lien avec, avec ce qu'on a dit. On a encore rien noté du tout. Donc, on est au chapitre 7, il me semble. Hein, si tout va bien, je crois qu'on est au chapitre 7. Alors, je vais noter ça en rouge. Donc, vous allez noter chapitre 7. Exploitation des ressources alimentaires. J'y pense. Le document Word que je suis en train de mettre là, je vous le mettrai en pièce jointe. Je vous le mettrai en pièce jointe sur Pronote, en plus de la vidéo, comme ça vous aurez tout ce qu'on a noté. Alors, on va noter, je vais réduire ça parce que ça me gêne. On va noter une petite intro. Donc, afin de pouvoir se développer, assurer le bon fonctionnement de leur organisme. Voilà. Je vais enlever le rouge, hein, parce qu'on ne va peut-être pas noter ça en rouge. Excusez-moi. Donc, afin de pouvoir se développer, assurer le bon fonctionnement de leur organisme et se reproduire, parce que c'est quand même… ça, on le verra quand on fera le cours sur la classification des êtres vivants. Tous les êtres vivants, leur objectif dans leur vie, c'est de vivre, de survivre et de se reproduire, afin de pérenniser l'espèce. Justement, on va noter ça, hein, et de se reproduire afin de pérenniser l'espèce. Donc, les êtres vivants doivent se nourrir afin de combler leurs besoins. On va peut-être mettre un S aussi ici. En matière et en énergie. Vous vous rappelez, hein, quand on a fait le cours sur l'alimentation, on avait parlé de ça, hein, qu'on avait des besoins en matière et des besoins en énergie. Les besoins en matière nous permettent d'effectuer notre croissance, et les besoins en énergie, on l'a vu lors de la respiration cellulaire, ils nous permettent, les besoins en alimentation vont nous permettre de produire de l'énergie. Donc ça nous permet de vivre, hein, tout ça. Hein. Donc on a des besoins en matière et en énergie, et il n'y a pas que l'homme qui a ces besoins-là. Hein. Les plantes et les autres animaux et les champignons en ont besoin également. On va rajouter que ces ressources sont prélevées dans leur milieu. Donc nous, l'homme, on a un animal particulier. Hein. Nous, on arrive à faire venir des bananes, par exemple, des Antilles. Mais les animaux et les végétaux, eux, ils ne vont pas si loin pour récupérer leur alimentation. Hein. Ils se nourrissent vraiment de ce qu'il y a autour d'eux.
Et dans le même état d'esprit, on trouvera que des animaux ou des végétaux qui sont capables de se nourrir avec les ressources qu'ils ont à l'endroit où ils sont. Sinon, les animaux n'arrivent pas à survivre et ils ne se développent pas à l'endroit où ils sont. Mais madame, pas tous, parce qu'il y a certains animaux quand même qui migrent pour pouvoir retrouver. Ah oui, mais du coup, ils changent de milieu. Par exemple, les oiseaux migrateurs, en été, ils passent l'été en général en Europe, ils passent l'hiver en Afrique, parce qu'en Europe, il n'y a plus de ressources en alimentation, et donc ils sont obligés de migrer, quoi. Mais oui, c'est tout à fait ça, Laura, hein. Ils changent de milieu, en fait. Les végétaux, le problème des végétaux, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas bouger. Donc, s'ils n'ont pas les ressources autour d'eux, ils finissent par disparaître, ne pas faire de graines, ne pas se multiplier, quoi. Alors, vous allez noter un grand 1 et on va noter quelles ressources sont exploitées. Donc, on va... Oula. Oh, mais dis donc. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans notre document? Déjà, première question, non, pas la première question, la deuxième question. On a défini les termes autotrophes et hétérotrophes. Donc là, on va renoter ça, en fait. Hein. C'est essentiellement ce qu'on va noter, quoi. Donc, les êtres vivants sont soit auto, on a dit trophes, soit hétérotrophes. Donc les êtres vivants autotrophes, on a dit que c'était quoi? Qui synthétisent leur matière organique à partir de matière minérale. Ouais, et donc tu peux me donner un exemple, Laura, s'il te plaît? Une plante. Voilà. Non Donc, carnivore. en fait, elle est quand même considérée comme autotrophe. Les plantes carnivores sont considérées quand même comme des êtres vivants autotrophes. Même si, même s'ils puisent une partie de leur nourriture à travers les insectes, on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. On va dire ça. Donc, les êtres vivants autotrophes sont les végétaux. Donc, ils synthétisent. Donc, synthétise, fabrique, c'est la même chose. Hein. Je vous le mets entre parenthèses si vous voulez. Leur matière organique. Donc, leur matière organique. Donc, nécessaire à leur bon fonctionnement. Grâce à la matière minérale. Alors, puiser dans le sol. Vous vous rappelez, nécessaire, j'ai mis 2 fois. Est-ce que vous vous rappelez comment ça fonctionne la photosynthèse? La plante, elle a besoin de quoi pour fonctionner? Pour faire de la photosynthèse? Elle a besoin de lumière et ses cellules, je ne sais plus comment ça s'appelle. Lumière, ces fameuses cellules photosynthétiques, donc de la chlorophylle notamment. Et elle a besoin de quoi qu'elle va trouver dans le sol? Les minéraux. Non, pour la photosynthèse, ce n'est pas les minéraux qui sont importants. L'eau. Voilà, c'est l'eau. Maxime, c'est bien, c'est l'eau. Et bien Maxime, elle a besoin de quoi d'autre? Autre que l'eau? Du soleil. Alors le soleil, oui, c'est sa source d'énergie, mais elle a besoin d'un autre élément qu'elle va trouver dans l'air. Maxime, à ton avis, c'est quoi? Du CO2? Non, de l'eau. Voilà, c'est le CO2, c'est bien. Donc, puiser dans le sol, c'est l'eau, et dans l'air, et là, c'est le CO2. Alors, le CO2, hop. Donc, la plante, elle a besoin de ça, de l'eau et du CO2. Donc, c'est ça, sa matière minérale. Et la matière organique qu'elle va fabriquer, ben, ça, on le verra plus tard, mais ce sera des glucides. Donc, on va rajouter quand même, donc tout cela est possible
grâce à l'énergie de quoi? Solaire. Voilà, solaire ou du soleil, c'est pareil. Donc ça, vous pouvez souligner ces infos. Hein. Hop, hop et hop. Donc tout ça, hein, je vous ai dit, ça fera l'objet d'un chapitre, mais bon, normalement, ça doit être acquis depuis la seconde. Alors après, vous l'avez fait aussi en troisième, donc normalement, ça, vous devez connaître un petit peu la photosynthèse quand même. Hein. Ensuite, on a les êtres vivants hétérotrophes. Alors, c'est qui les êtres vivants hétérotrophes? Les animaux, en général. Ouais, les animaux et quoi d'autre? On a vu quoi comme exemple aussi? Les champignons. Voilà. Alors, on a également les bactéries, mais nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est surtout ce qu'on connaît, voilà, ce qu'on va étudier. Hein. Les bactéries, on n'étudie pas trop. Donc, alors, ensuite, comment ils fabriquent leur matière organique, ces êtres vivants hétérotrophes? Par ingestion d'autres matières organiques. Oui, par ingestion de quoi? Par ingestion d'autres matières organiques. Et il la trouve où, cette matière organique? Sur d'autres êtres vivants. Voilà, ils synthétisent leur hémo. Hop, on va noter ça comme ça. Mince, excusez-moi. Oh mon Dieu. CTRL-C, hop, CTRL-V. Donc, les êtres vivants hétérotrophes sont les animaux et les champignons. Ils synthétisent leur matière organique nécessaire à leur bon fonctionnement grâce aux autres êtres vivants dont ils se nourrissent. Hein, donc, les êtres vivants hétérotrophes, ils ont obligatoirement besoin des autres êtres vivants. Et ils s'en nourrissent. Alors, par abus de langage, on parle de nutrition minérale chez les végétaux, mais ce n'est pas de la vraie nutrition dans le sens nutrition avec la digestion. Hein. Mais on en parle quand même chez les végétaux. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu. Autotrophe, hétérotrophe, c'est surtout ça qu'on va retenir. Donc, ce document-là, je vous le mets sur Pronote. Et donc, vous regarderez. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous aurez les informations là. Ensuite, on va juste regarder deux documents. Je vais les lire moi et je vais vous les commenter en même temps. Donc ça, vous le trouvez sur Pronote, ce document-là. Il est dans le cahier de texte d'aujourd'hui. Donc on parle de l'alimentation de la perdrix grise, des besoins variables selon l'âge et la saison. Donc, le poussin consomme en grande majorité de la nourriture animale au cours des 10 premiers jours de sa vie. Il est incapable de digérer les graines, faute d'avoir encore les enzymes nécessaires. Donc, vous vous rappelez, les enzymes, hein, on en a dans l'estomac, on en a dans le tube digestif, donc dans l'intestin grêle, ça aide à la digestion. Et donc là, on vous dit, la perdrix, dans les 10 premiers jours de sa vie, elle est incapable de digérer les graines. Oui, comme la plupart des bébés de toute espèce. Bah, ça dépend, non, mais ça dépend. Oui, mais effectivement, tout ce qui est graines, en général, ça demande des enzymes qui sont assez complexes. Je te dirais pas dans toute espèce, parce que si ça se trouve, il y en a peut-être qui. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais peut-être pas toutes les espèces, quoi. Mais la majorité, oui. Alors, il peut manger plus de 140 espèces d'insectes différentes, depuis les colamboles jusqu'aux petites sauterelles. Donc, les colamboles, ce sont des petits insectes qu'on trouve dans le sol microscopique. Bon, les sauterelles, ça, vous connaissez. Mais 4 groupes d'insectes constituent la majeure partie de son régime. Les fourmis, les pucerons, les coléoptères tels que carabes, charançons, staphylins, chrysomèles et larves de papillons. Fourmis et pucerons sont préférés par les parents qui les guident vers cette source de nourriture. Par la suite, le régime alimentaire du jeune de plus de 3 semaines et de l'adulte est presque exclusivement herbivore.
Il varie selon les saisons. Grains et graines dominent en été et en automne. Feuilles et tiges vertes en petits fragments découpés en hiver au printemps. Les plantes cultivées sont très consommées, surtout les céréales et les plantes fourragères, ainsi que les plantes adventices, renouées, kénopodes, aroches et galéopsis. Donc là, vous avez 2 graphiques. Vous avez l'âge en jours des animaux, donc vous avez de 1 à 5 jours, 6 à 10 jours, 11 à 15, 16 à 20. Et là, vous avez le pourcentage en volume de feuilles, fleurs, grains, céréales, graines diverses, insectes et araignées. Donc on voit bien de 1 à 5 jours que c'est essentiellement des insectes et araignées. Il y a éventuellement quelques petites graines, les graines de céréales vraiment très très peu, et les feuilles et fleurs un petit peu. 6 à 10 jours, vous voyez que le régime alimentaire, là, il va varier. Le nombre de graines diverses va augmenter, ça va augmenter. Les feuilles et fleurs, ça va diminuer, ainsi que les insectes et araignées. Ensuite, vous voyez, plus le temps avance, plus il y aura de grains de céréales et des insectes et araignées, ainsi que des graines diverses dans l'alimentation. Plus de feuilles et plus de fleurs, à partir de 11 jours. Et là, vous avez la variation par rapport aux saisons. Donc, au printemps, énormément de feuilles, de fleurs, un petit peu de graines diverses, quelques insectes et araignées. En été, là, quasiment plus de feuilles et fleurs, mais nettement plus de grains de céréales. À l'automne, pareil, moins d'insectes et d'araignées. Et puis en hiver, on repart sur quasiment le même régime alimentaire qu'au printemps, sauf qu'il y a toujours des grains de céréales. Donc là, on va voir que la saison fait varier également, ça fait varier également le régime alimentaire de ces animaux. Donc ça, donc on voit les animaux se nourrissent différemment selon leur cycle de développement et selon la saison. Maintenant, on regarde chez les végétaux. Donc, on va parler de l'effet du froid sur les végétaux. Donc, l'évapotranspiration régule la nutrition en eau et en ions des végétaux. Donc, l'évapotranspiration, c'est le fait que le végétal va transpirer, va évacuer de l'eau par ses feuilles. En hiver, la disparition des feuilles stoppe l'évapotranspiration, vu qu'il n'y a plus de feuilles. L'eau cesse alors de circuler dans la plante. L'activité des enzymes dépend des conditions du milieu, notamment de la température. Alors nous, on a des enzymes digestives, mais il faut savoir qu'il y a des enzymes partout dans l'organisme, au niveau de chaque cellule, et chez les végétaux, c'est également le cas. Et l'eau constituant le cytoplasme peut former des cristaux de glace lorsque la température descend en dessous de 0 degré. Ces cristaux composés d'eau pure ont pour conséquence de concentrer les ions et de créer des mouvements d'eau au sein des cellules. D'autre part, telles de petites lames, telles de petites lames, ils abîment les membranes des cellules qui se vident et meurent à partir de moins 4 degrés. Donc on voit que, alors ces enzymes, elles permettent l'absorption notamment des minéraux. Donc on voit que l'activité des enzymes, donc l'absorption des minéraux par la plante, elle va être maximale quand la température elle est autour de 40 degrés. Mais autour de 0, vous voyez qu'elle est minimale. Donc en gros, les végétaux, en hiver, ils se mettent ce qu'on appelle en dormance. En fait, ils attendent les conditions favorables pour ressortir de leur vie active. On va noter du coup 2 petites choses par rapport à ce qu'on a vu là. Ça, on ne va pas trop détailler. Donc, vous reprenez ce que vous avez écrit tout à l'heure. On va noter en 2 quels sont les besoins nutritionnels des êtres vivants. Hop, hop. Et donc là, en fait, si on se rappelle la perdrix, on a dit que l'alimentation, notamment, elle varie en fonction de la disponibilité des ressources. En été, par exemple, on va avoir moins de feuilles de fleurs, moins tendres, parce qu'elles aiment bien les feuilles et les fleurs tendres plutôt, qu'au printemps. On voit qu'il n'y a plus trop d'insectes en automne, en hiver, donc elle va moins se nourrir d'insectes. On voit qu'au printemps, il n'y a plus de graines, donc elle se nourrit plus de graines. Donc en fait, les animaux, notamment, vont se nourrir en fonction de la disponibilité de la nourriture.
et en fonction des besoins aussi, hein, parce que les besoins vont varier. Et tout ça, donc Laura t'en avait parlé, hein, tout ça, ça va aussi être en fonction des ressources qui sont disponibles. Et si les ressources ne sont pas disponibles, on a notamment les oiseaux qui vont migrer. Et chez les végétaux ne peuvent pas migrer, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en dormance en hiver. Donc on va noter tout ça. Donc les besoins nutritionnels varient en fonction de la disponibilité de la nourriture et des besoins de l'être vivant. Le cycle des saisons impose une variation des ressources disponibles de ce fait, certains animaux notamment, on va parler des animaux, pardon, devront migrer, donc c'est le cas, on a dit des oiseaux. Alors on a aussi certains poissons qui migrent, hein. Après c'est pas trop ça qui nous intéresse, hein. Ce qu'on voit nous dans notre milieu, c'est plutôt les oiseaux. Certains oiseaux devront migrer. Certains insectes, qu'est-ce qu'ils font les insectes? Par exemple les coccinelles, qu'est-ce qu'elles font en hiver? Sous la terre, non? Ouais, alors ils vont sous la terre ou dans des branchages, ou alors parfois vous avez peut-être déjà vu des punaises qui rentrent dans vos maisons en hiver. En fait, les insectes, en fait, ils vont rentrer ce qu'on appelle en diapause. Ils vont se mettre en pause, quoi, hein. Certains insectes, donc, ils vont se mettre en pause parce que les conditions extérieures sont pas favorables. Et en plus, les besoins nutritionnels ne peuvent pas être satisfaits. Madame, il y a aussi certains mammifères qui migrent. Par exemple, en Afrique, les buffles, les zèbres. Ouais, ils migrent. Alors eux, oui, eux, ça va être. Alors ça va pas être des migrations saisonnières, ça va être vraiment des migrations dues au manque de ressources alimentaires, mais c'est pas que c'est saisonnier, mais dû à une grosse sécheresse, par exemple. Oui, ça peut aussi. Mais là, on va se contenter de ce qui se passe en Europe, hein. On va pas rentrer dans ces détails-là, quoi. Donc ça, on va mettre, c'est le cas des insectes. On a des mammifères chez nous. Il y a certains mammifères qui font quoi? Alors, on a des sortes de petites musaraignes, enfin, les petites musaraignes. Qu'est-ce qu'elles font, par exemple? Elles migrent, elles vont en hibernation. Ouais, c'est ça, elles vont hiberner. Donc, on va noter ça. Comment j'ai noté ça? Donc, certains mammifères vont hiberner. On va mettre les musaraignes. Alors, il y a certains... il y a d'autres petits mammifères qui peuvent hiberner encore, hein. Les hérissons, tous les trucs comme ça. Oui, les hérissons aussi. Oui, les hérissons, si vous voulez, on va rajouter les hérissons. Hérissons. Hop. Les végétaux, quant à eux, ils font quoi? Je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de ça, ça s'appelle comment le fait que les végétaux ne se développent plus en hiver? Et qu'ils attendent... sommeil. Ouais, alors c'est pas le sommeil, mais c'est la dormance. La dormance. Voilà, il rentre en dormance. Mais ça ressemble, hein, c'est la dormance, quoi. Alors on va rajouter en attendant. Hop. En attendant les conditions les plus favorables au printemps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste vous montrer je vais vous mettre une activité sur Pronote. Je vais juste vous montrer vite fait ce que c'est. Donc, je vous ai dit, ça, je vais vous le mettre sur Pronote. Je vais vous mettre la vidéo et je vous montre juste ce qu'il faudra que vous me fassiez.
Hop, c'est ça. Alors, on va travailler sur les relations entre les êtres vivants. Je vais vous donner des liens de vidéos qui doivent être présentes sur YouTube. À l'époque, elles étaient présentes. Si elles ne sont pas présentes, je vous les rechargerai sur YouTube. Il existe 2 vidéos et je vous demande de compléter un tableau. Donc, je vous ai mis 2 exemples là. Donc, par exemple, la ronce, elle rentre en relation avec un herbivore, peu importe l'herbivore. Dans le document, il ne donne pas le nom de l'herbivore. Mais là, on vous explique la relation. Donc, l'herbivore ne consomme pas la ronce qui est recouverte d'épines. Les 2 êtres vivants vivent l'un à côté de l'autre sans se gêner et aucun n'en tire un avantage ou un inconvénient. Donc, ces 2 êtres vivants, ils ont une relation qui est neutre. Enfin, du coup, on dit qu'il n'y a pas de relation, quoi. Ça s'appelle du neutralisme. Du coup, comme il n'y a pas de relation, on n'a rien à noter là. Et là, je vous ai juste mis des indications en plus. On en a une deuxième, le cornouiller avec l'acarien. Et là, je vous explique, l'acarien est abrité par les poils sous la feuille du cornouiller. Il se nourrit des champignons et autres acariens qui sont des agresseurs pour le cornouiller. Donc, il y a bien une relation. Le cornouiller, alors, elle est interspécifique entre 2 espèces différentes. C'est une relation trophique, c'est-à-dire alimentaire. Le cornouiller va aider l'acarien en lui fournissant un habitat. L'acarien va aider le cornouiller en mangeant les ravageurs. Donc, c'est positif pour les 2. Alors, Madame, alors, juste, attends, je finis juste ça, Laura. Donc, ça, c'est un peu difficile à comprendre sans voir la vidéo, mais vous regarderez la vidéo et vous lirez le tableau en même temps et ce sera peut-être un peu plus clair. Oui, Laura. c'est quoi un cornouiller? Un cornouiller, c'est une plante. Tu verras, c'est une plante qui pousse spontanément dans les haies autour des champs. C'est vraiment une espèce assez commune. D'accord. Et donc, je vous ai mis un tableau, enfin, voilà, il y a 9 êtres vivants à retrouver, enfin, non, pas 9 du coup, parce qu'il y en avait déjà 2, il y a 7 relations à retrouver. Je vous ai mis les individus à chaque fois, donc ça, vous regarderez dans les 2 petits documentaires que je vais vous transmettre. Vous avez le temps de décrire la relation entre les 2. S'il y a une relation, vous me mettez oui. S'il n'y a pas de relation, vous mettez neutralisme. S'il y a une relation, vous me décrivez, enfin, vous me dites si c'est intraspécifique ou interspécifique. Donc intra, c'est si les 2 individus sont de la même espèce. Inter, c'est s'ils sont de 2 espèces différentes. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Et dans ce cas-là, vous mettez que c'est une relation trophique. La majorité du temps, c'est des relations trophiques entre les êtres vivants. Vous me dites si c'est positif, négatif ou neutre pour chaque être vivant. Et puis là, vous pouvez me mettre le nom de la relation si vous la connaissez. Alors, vous essayez de me faire ça du mieux que vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas dans le détail, ce n'est pas très grave. On corrigera tout ça ensemble lundi. Mais c'est pour, en fait, faire on va dire, balayer un grand nombre de relations entre les êtres vivants. Et donc, on corrigera ça lundi. Et après, on fera ça ou lundi ou le lundi de la semaine d'après, parce que ça va peut-être nous prendre du temps. On complétera un tableau synthétique qui reprend toutes ces relations entre les êtres vivants. Donc, juste un petit rappel, hein, les relations entre les êtres vivants, vous en connaissez plein. Hein. Il y a la prédation, il y a le parasitisme, il y a la symbiose. C'est tout ça que je vous demande comme relation. Hein. D'accord. Voilà. Donc, je vous ai dit, je vous mets le document là sur Pronote. Je vous mettrai le lien des 2 vidéos et puis vous pourrez répondre à ça. Par contre, j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc je vous poste tout ça demain matin. OK? D'accord. Voilà. Alors, je vais quitter. Comment je fais ça? Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions ou ça a été? Pas sur le cours, en tout cas. Ouais. Bon. Les autres, vous avez tous vos micros qui sont éteints. Vous êtes partis ou vous êtes là? Non, non, on est là. Ouais. Il est là. D'accord. Ok, super. Si vous avez des questions, enfin, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu là aujourd'hui ou ça va? Non, ça va. Voilà, c'est pas un cours trop compliqué ça. Hein. On parle juste de relations entre les êtres vivants. C'est pour ça je voulais terminer sur un truc. Enfin, terminer. Peut-être qu'on va peut-être pas terminer. Je sais pas pour la suite, mais en tout cas, voilà, un cours pas trop compliqué, histoire que ce soit assez simple, quoi. Donc, on peut se retrouver lundi vers 14 h. Ça vous va? Oui. Oui. Lundi, je suis désolée, hein, j'ai eu des coupures de courant, donc je pouvais pas
Je ne pouvais pas faire cours en direct, mais ok. Donc pour lundi prochain, on fera cours à 14 h et puis on verra, quoi, hein. Donc je vous mets tout le travail. Je vais peut-être vous mettre le travail à faire avant parce que sinon vous n'aurez que le week-end pour le faire. Écoutez, je vais essayer de poster le travail, au moins le travail, peut-être pas la vidéo, mais au moins le travail pour lundi déjà sur Pronote. Ok? D'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ok. Merci à vous aussi. Merci, puis à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.